Les entreprises dans leur processus d'innovation vers l'éco-conception de matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée. Polynat regroupe 8 centres de recherche implantés sur le campus universitaire de Grenoble. Leurs compétences complémentaires et leur proximité géographique permettent de développer ensemble des projets de recherche allant de la preuve de concept à l'échelle pilote. Les chercheurs de Polynat utilisent les ressources renouvelables issues de la biomasse. Ils en extraient les briques élémentaires, les fonctionnalisent et les assemblent pour concevoir des matériaux et dispositifs biosourcés multi-échelles innovants tels que des gels autoréparants pour régénérer les tissus du corps humain, des mousses biosourcées pour l'automobile ou l'isolation des bâtiments, des micro-nanoparticules pour protéger et guider un principe actif, des films nano-organisés pour l'électronique verte, les panneaux solaires, les OLED, des papiers connectés et ou barrières, eau, graisse, contaminants, gaz, des biopiles fonctionnant au sucre et à l'eau. Les matériaux obtenus trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels, comme ceux de la chimie, de la santé et des cosmétiques, des emballages et supports innovants, de la construction bois et ameublement et de l'énergie et des transports. Nous proposons des projets collaboratifs adaptés aux besoins des industriels, PME, TPE, grands groupes, en mettant à disposition les compétences scientifiques et équipements de nos centres de recherche. Le label Carnot vous garantit une gestion professionnelle de la relation. Confidentialité, politique de propriété intellectuelle et de transfert lisible et équilibré, prise en compte de contraintes réglementaires et technico-économiques à chaque étape de développement. N'attendons plus, créons ensemble les matériaux éco-responsables de demain. Bonjour à tous. Alors, je vais juste partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Corinne Ravelet. Donc, je suis professeure d'université en contrôle qualité de médicaments à l'UFR de pharmacie de Grenoble. Et je travaille depuis une vingtaine d'années au DPM, donc sur notamment l'utilisation des aptamères. Alors très brièvement, je vais vous présenter notre laboratoire, donc le DPM, qui est une unité mixte de recherche, CNRS et Université Grenoble-Alpes. Donc le DPM est constitué de 2 équipes, l'équipe COMET qui vise à développer de nouvelles approches thérapeutiques par la synthèse de molécules actives ou par la synthèse de sondes fluorogéniques. Et puis il y a une petite partie de l'équipe qui va plus s'occuper de l'extraction de principes actifs à partir de plantes. Et puis l'autre équipe, dirigée par Éric Perrin, dont je fais partie, c'est l'équipe NOVA, donc pour nouveaux outils de vectorisation et d'analyse. Donc une partie des chercheurs travaille sur la vectorisation de principes actifs et puis une autre partie travaille donc sur le développement de biocapteurs et d'essais à base essentiellement d'aptamères. Alors je vais revenir un petit peu sur le contexte de ce webinaire. Comme vous le savez tous, maintenant, pour satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité, de contrôle, dans beaucoup de domaines, tels que dans le domaine pharmaceutique, par exemple, avec donc le contrôle des matières premières et des produits finis médicamenteux, ou dans le domaine environnemental avec le suivi des pollutions, on est obligé d'utiliser des outils et des méthodes d'analyse fiables. Alors, la plupart du temps, on utilise des méthodes chromatographiques qui sont très intéressantes, mais qui présentent des inconvénients. Tout d'abord, elles sont coûteuses, encombrantes, il va falloir souvent avoir du personnel qualifié et puis on peut avoir un temps de réponse un petit peu long. Donc l'idéal, c'est de développer des outils qui soient à faible coût, miniaturisés, portables, simples d'utilisation, rapides, sélectifs. Donc les biocapteurs présentent évidemment toutes ces qualités. Alors, je vais vous reparler de la définition de qu'est-ce qu'un biocapteur. Alors, un biocapteur, en fait, c'est un système intégré qui comprend donc un élément biologique, ici. Donc, cet élément, ça peut être une enzyme, un sucre, un anticorps ou un aptamère. Et il va être intimement lié à un transducteur qui peut être de différentes natures, mais la plupart du temps, c'est souvent une électrode. Alors,
comment ça marche? Comment ça fonctionne? Donc la cible va être reconnue, par l'élément de reconnaissance et puis il va y avoir transfert du signal physico-chimique au transducteur qui va transformer ce signal en un signal physique qui va être quantifiable et qui est généralement proportionnel à la concentration de la cible dans le milieu. Alors le premier biocapteur qui a été, développé, c'est, Leland Clark en 1962 qui a eu l'idée en fait d'associer une électrode à oxygène avec une enzyme, la glucose oxydase. Donc la glucose, moins le glucose est transformé par la glucose oxydase en gluconolactone qui va se servir de l'oxygène et générer donc du peroxyde d'hydrogène. En 1975, l'entreprise Yellow Spring Instruments a donc commercialisé ce dispositif, mais a rajouté en plus une membrane sélective vis-à-vis de H2O2. Alors depuis en fait cette invention, il y a eu une grosse activité de recherche sur les biocapteurs enzymatiques et notamment sur la détermination du glucose. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que c'est une demande sociétale qui est importante, parce que vous avez beaucoup de patients diabétiques. Donc on en a environ 537 millions dans le monde et avec une augmentation, j'allais dire, de plus en plus importante. Et donc, il y a eu une évolution de ces capteurs avec des enzymes différentes, des électrodes sérigraphiées. Et maintenant, on arrive vraiment à une mesure du glucose en continu avec des systèmes, des biocapteurs implantables. Donc, c'est un marché considérable et il y a un certain nombre d'entreprises donc qui développent ici donc des biocapteurs. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau, excusez-moi, au niveau des publications, on s'aperçoit que depuis les années 90, on a une explosion, une progression très importante des publications dans le domaine des biocapteurs. Et si on regarde un peu plus précisément quels sont les leaders dans ce domaine, on s'aperçoit qu'au début des années 90-2000, c'était les États-Unis et puis maintenant ils ont été rattrapés, si je puis parler comme ça, par les Chinois. Et donc, vous avez ici la liste donc des pays qui sont les plus actifs dans ce domaine. Et si on regarde donc leurs dépenses, j'allais dire, en recherche et développement, on voit bien donc qu'il y a une corrélation entre le nombre de publications et ces dépenses, avec donc les 2 gros acteurs du marché qui sont donc les Américains et les Chinois. Alors dans la diapositive suivante, en fait, j'ai repris une figure d'une revue scientifique qui a été publiée en 2015 et qui montre ici clairement que, tous les domaines, peuvent, utiliser des biocapteurs commerciaux. Donc, on retrouve le domaine alimentaire, le domaine clinique, le domaine du bioterrorisme et puis évidemment le domaine, environnemental. Alors ce qu'on s'aperçoit, hein, c'est que, en fait, le domaine clinique, ça représente 90 du marché des biocapteurs et 90 de ce marché, est, en fait, vend du biocapteur à glucose. Alors j'ai un petit peu zoomé sur, ce domaine clinique et puis j'ai regardé, un petit peu ce qui se passait, au niveau donc de ces, biocapteurs commerciaux et puis donc je me suis rendu compte en fait qu'il y a ce qu'on appelle les vrais biocapteurs, donc c'est, ceux que je vous ai, moi c'est la définition que je vous ai définie au début de mon webinaire. En fait, euh, donc, on peut retrouver ces biocapteurs pour doser donc, le glucose et puis, par exemple, d'autres molécules comme le cholestérol, comme la créatinine, etc. Mais quand on regarde un petit peu plus pour, j'allais dire, l'identification ou vérifier s'il y a certains pathogènes, eh ben, en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait de vrais biocapteurs qui sont utilisés. Ça va être plutôt des techniques d'immunochromatographie à flux latéral. En anglais, on appelle ça les lateral flow assays.
Donc, vous en avez tous utilisé hein, pendant la Covid-19 et c'est ce qu'on peut appeler des tests diagnostiques rapides ou des point of care. Un autre exemple qui est très connu, en fait, c'est celui pour vérifier si la femme est enceinte ou pas. Donc, c'est un test sur lequel on va avoir un anticorps qui va reconnaître une hormone qui est ici, donc l'hormone HCG. Donc là, je vous ai mis un petit dispositif qui est un peu plus évolué que ceux que vous avez peut-être utilisés pour la Covid-19. Ici, vous voyez que maintenant, donc le strip, hein, donc c'est la bande d'immunochromatographie, elle est directement reliée à un microprocesseur, à une batterie qui va venir alimenter en fait le résultat sur un écran de type LCD. Donc en fait, pour la suite de ma présentation, je vais vous présenter les exemples que l'on a pu réaliser au laboratoire avec les aptamères. Donc je serai un petit peu obligée de vous redéfinir ce qu'est un aptamère, la sélection de ces aptamères. Et puis après, je vais vous montrer ces exemples en fonction de la définition que je viens de vous redire, c'est-à-dire qu'on va voir les vrais biocapteurs et puis d'un autre côté, on verra plutôt des tests diagnostiques rapides en phase homogène. Alors les aptamères, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des oligonucléotides simples brins qui ont été découverts dans les années 90 par Gold et Sostak et ils vont être sélectionnés avec une méthode qui s'appelle la méthode SELEX et vis-à-vis d'une cible prédéterminée. Et donc, l'originalité qu'ils ont, c'est qu'ils vont changer de conformation lorsqu'ils vont se fixer à la cible. Et ils vont présenter une très forte affinité, une très forte spécificité qui va s'apparenter en fait à ce qu'on peut retrouver avec des anticorps. Donc, on peut vraiment les considérer comme des pseudo-anticorps, mais avec des caractéristiques très différentes, dans le sens où ils sont plus petits, ils sont très facilement fonctionnalisables, ils sont non immunogènes et puis ils peuvent être dénaturés, renaturés à façon. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de qualités. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne des aptamères? On va donc utiliser une banque d'oligonucléotides simples brins qui comporte en général 10 puissance 13 à 10 puissance 15 séquences. Donc, vous avez chaque séquence qui est composée de la manière suivante. Vous avez 2 amorces, donc qui sont fixes. Et puis au milieu, vous allez avoir des bases, donc qui peuvent varier de 30 à 80 bases, qui sont mises d'une manière aléatoire. Donc en général, la cible est immobilisée sur un support. Alors ça peut être un support chromatographique, ça peut être des billes magnétiques. Et on va donc incuber la banque sur cette cible immobilisée. L'objectif, ça va être de récupérer les séquences qui se seront fixées sur la cible et d'éliminer les séquences non affines. Donc, après élution des séquences d'intérêt, on va donc les amplifier par PCR et puis on va donc les repurifier pour avoir donc un simple brin, donc le simple brin de départ. Donc, on va ensuite recommencer le cycle dans des conditions plus ou moins drastiques et on va le faire en fonction de ce que l'on va vouloir obtenir. C'est-à-dire qu'on peut moduler l'affinité, les cinétiques des aptamères. On va pouvoir moduler la spécificité. On pourra donc rajouter des étapes de contre-sélection adaptées. Et donc, au bout de ces 10 à 15 cycles, on va faire séquencer nos candidats aptamères. On pourra ensuite les synthétiser in vitro, les caractériser et enfin obtenir des aptamères. Alors, au laboratoire, au DPM, on travaille avec une méthode de séparation qui est hautement résolutive, qui est donc l'électrophorèse capillaire. Alors, elle a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin donc de modifier la cible et de l'immobiliser sur un support. Et puis, en plus, on ne va pas avoir des étapes de contre-sélection vis-à-vis du support à effectuer. Donc, la banque est incubée avec la cible, elle est injectée dans un capillaire qui fait environ 50 microns. Et puis, on va appliquer une différence de potentiel, ce qui va permettre la migration des espèces. Donc, la seule condition pour qu'on puisse faire une sélection, il faut qu'on ait une différence de mobilité
entre la cible et entre donc la banque d'ADN. Et on va pouvoir donc ainsi collecter la fraction de séquence qui sera liée, qui va migrer à une vitesse différente de la banque. Alors, je tiens à noter qu'on est 3 laboratoires académiques en France à faire de la sélection d'aptamères et que nous sommes le seul laboratoire académique en Europe à faire ce type de sélection en milieu homogène. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une sélection qu'on a effectuée concernant la protéine Tau. Donc, c'était dans le cadre d'un programme Vinci en collaboration avec l'Université de Florence. Et donc, ici, on a réalisé une sélection d'aptamères en 3 cycles de sélection. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que généralement, on met un fluorophore sur la banque de manière à pouvoir ensuite suivre l'évolution de notre sélection. Donc ici, on peut tout à fait regarder par électrophorèse capillaire couplée à une détection fluorescence, j'allais dire, la formation du complexe. Donc ici, on remarque qu'au fur et à mesure des cycles de sélection, on va avoir une augmentation de notre complexe, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des aptamères et on peut tout à fait relier cet électrophérogramme aux constantes de dissociation qui vont nous permettre de voir donc l'interaction entre l'aptamère et la cible. Donc, après, j'allais dire avoir récupéré nos bonnes séquences, donc on fait le cycle comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire qu'on va faire le séquençage. Et ici, donc, on a obtenu 4000 et quelques séquences et on en a choisi 5 qu'on a ensuite évaluées grâce à un biocapteur par résonance plasmonique de surface. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc immobilisé la cible via une liaison amide sur donc une surface qui sera ensuite utilisée pour faire donc de la SPR. Et on a donc injecté nos 5 aptamères. On a montré donc qu'il y avait une réponse pour les 5 et qu'on avait une meilleure réponse pour l'aptamère ici 3146. Cette aptamère a ensuite été greffée sur la puce et on a fait varier la concentration de protéines Tau. On a donc pu obtenir une réponse linéaire pour des concentrations de l'ordre du nanomolaire et on a montré que l'aptamère était spécifique parce qu'elle ne reconnaissait pas une autre protéine. Donc, nous avons pris ici comme exemple l'albumine de sérum humaine. Donc, on peut utiliser un biocapteur pour caractériser des aptamères. Alors, un autre exemple de capteur que l'on a développé, c'est un système très original qui repose sur le développement d'un système à double reconnaissance pour petites molécules. Donc, juste pour vous dire que avec les anticorps, en fait, on n'a pas possibilité de faire des systèmes sandwich où un anticorps reconnaît donc la petite molécule et un autre anticorps va la détecter. En fait, ça, c'est possible pour des protéines, mais pour les petites molécules qui ont donc une petite taille, c'est-à-dire un poids moléculaire inférieur à 2000 Dalton, ce n'est pas possible. Ici, en fait, on a imaginé se servir d'une observation qu'on retrouve dans la nature. En fait, il y a des boucles d'ARN qui sont capables de se reconnaître et de former ce qu'on appelle un kissing complexe. Donc, elles s'entrelacent. Et donc, on est parti de l'hypothèse qu'un aptamère, donc comme je vous l'ai dit au départ, il peut changer de conformation en présence de sa cible. Donc, sans cible, il va être en conformation ouverte. En présence de sa cible, il peut former ce qu'on appelle une épingle à cheveux. Donc, si la partie apicale de l'épingle à cheveux n'est pas impliquée dans la reconnaissance, on peut tout à fait designer un nouvel aptamère qu'on appellera AptaSwitch en insérant la séquence d'interaction qui peut être impliquée dans le kissing complexe. Ainsi, donc on a supposé qu'on aurait formation à nouveau d'une épingle à cheveux et que cette épingle à cheveux pourrait être reconnue par donc l'autre élément de reconnaissance du kissing complexe qui est l'aptakiss et former ainsi un système à double reconnaissance donc qui serait très spécifique. Et puis évidemment, donc sensible,
le kissing complexe ne doit pas se former. Donc on a essayé de développer cette théorie. Donc on a fixé l'aptakis sur la puce SPR et on a donc fait passer donc un aptamère qui était designé contre le GTP et la cible, et on a donc pu montrer qu'il y avait bien une augmentation du signal, donc il y avait bien la double reconnaissance, et quand on change l'ATP, le GTP par l'ATP, eh ben, on s'aperçoit que cela ne fonctionne pas. Donc on a fait ces biocapteurs sur un aptamère en série ARN, mais également sur un aptamère en série ADN, et on l'a également étendu à un système multiplexé où on a pu doser 3 cibles en même temps. Donc ces travaux ont fait l'objet de pas mal de tests, comme vous pouvez le voir. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez aller voir les articles, parce qu'on a fait pas mal de systèmes de transduction très différents. Alors, je vais finir avec ces aspects capteurs, on va dire vrais capteurs. Donc ici, on a développé un capteur électrochimique. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'on puisse doser pour l'hôpital l'arginine vasopressine à des concentrations de l'ordre du picomolaire pour doser cette arginine vasopressine qui peut être intéressante pour le suivi et le diagnostic du diabète insipide. Donc ici, on a travaillé en collaboration avec le DCM et notamment donc Michael Holzinger et Chantal Gondra dans le cadre de la thèse donc de Essoanam Beke. Et donc Essoanam a donc fonctionnalisé, comme vous le voyez ici, une petite électrode qui est jetable, et il l'a fonctionnalisé avec un aptamère contre la vasopressine, donc contre la dévasopressine. Et quand on rajoute la vasopressine et un mélange de ferrocyanure, on peut donc mesurer l'impédance spectroscopique. Et donc, on a réussi à obtenir donc une réponse avec ce biocapteur, avec donc des concentrations qui sont proches du picomolaire. Évidemment, on a fait donc tous les tests, tous les contrôles pour vérifier donc que ça reconnaît, c'est juste la dévasopressine. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à appliquer ce qu'on appelle la stratégie image dans le miroir. Donc, on a pris un aptamère en série D qui reconnaît l'énantiomère D, c'est-à-dire la dévasopressine. Et donc, si on prend l'image dans le miroir de cet aptamère et de cet énantiomère, on va donc pouvoir reconnaître la L vasopressine. Et en plus, on va, petite cerise sur le gâteau, les enzymes ne pourront pas dégrader cet aptamère en série D. L, pardon. Donc maintenant, je vais vous parler plus de tests diagnostiques rapides en phase homogène que l'on développe au laboratoire. Donc je vais commencer par vous parler d'un nouveau concept qu'on a développé dans le cadre de la thèse de Blandine Billet, et qui repose en fait sur l'observation que les métaux, et notamment les métaux de transition et post-transition, peuvent déstructurer l'ADN. Donc on est parti de l'hypothèse qu'un aptamère déstructuré pourrait, en présence de sa cible, potentiellement soit favoriser, soit réduire l'exposition des sites se fixant aux ions métalliques. Donc nous avons ici greffé un fluorophore sur un aptamère antityrosinamide, et nous avons donc regardé la mesure d'anisotropie de fluorescence. Donc l'aptamère, dans ce cas-là, est déstructuré. La fluorescéine, qui est chargée négativement, donc va venir se coupler avec les métaux. Il y aura donc une baisse de la mobilité du fluorophore et ainsi une augmentation d'anisotropie. Quand on rajoute la cible, l'aptamère va se restructurer. On va avoir un déplacement des ions métalliques et on aura une augmentation de la mobilité du fluorophore, ce qui va entraîner une diminution de la anisotropie de fluorescence.
Donc, c'est ce qu'on remarque ici, en fait. On a fait également tous les contrôles adéquats pour prouver l'effet de ces métaux de transition et on a réussi à détecter donc la L-tyrosininamide à des limites de détection aux alentours de 200 nanomolaires. Donc, cet essai présente un grand nombre d'avantages. Il est simple, à faible coût et puis la réponse est extrêmement rapide. Alors, je vais finir ma présentation par vous parler de ce projet. Donc, c'est un projet qui a été financé dans le cadre de Polynath, donc qui s'appelait le projet CapDiag. Et donc, en fait, on est parti au départ de l'observation d'un intercalant de l'ADN qui était capable, en présence de sel, de changer de couleur et surtout de s'agréger. Et on s'est dit que si on pouvait ajouter un oligonucléotide, cet intercalant pourrait s'intercaler à l'intérieur et pourrait ainsi diminuer l'agrégation. Et le fait de diminuer l'agrégation, si après on raisonne à l'inverse, qu'on rajoute la cible d'intérêt, il y a à nouveau déplacement de cet intercalant, l'agrégation devrait pouvoir être augmentée et ainsi on devrait avoir une différence de couleur. Donc, c'est ce qu'on a réalisé avec notre aptamère modèle qui est l'aptamère anti-L-tyrosinamide. Et donc ici, on remarque que le spectre UV de cet intercalant va être modifié en présence d'aptamère et en présence de la cible et qu'on aura une décoloration due au phénomène d'agrégation que je viens de vous expliquer. Donc, on a étendu, on a appliqué en fait cet essai colorimétrique à d'autres molécules, donc à un peptide, et puis également à l'ochratoxina, qui est une mycotoxine qui est très importante dans le domaine alimentaire. Donc, en conclusion, là, on a été capable de détecter à l'œil nu à faible coût ces différentes cibles. C'est vraiment très facile à mettre en œuvre. C'est un système qui est généralisable. Il ne faut aucune modification chimique. Et puis, pour le futur, vous avez possibilité vraiment d'utiliser un smartphone qui vous permettra de quantifier vos différentes cibles. Donc, en conclusion, les aptamères sont des éléments de reconnaissance qui sont vraiment avec des multiples facettes. Comme vous l'avez vu, il faut que la sélection soit, j'allais dire, il faut qu'on fasse une sélection à façon et puis souvent en fonction de l'objectif final visé. Et puis, on va pouvoir les utiliser vraiment à façon avec de nombreux systèmes de transduction. On peut les immobiliser ou pas. Et puis, on peut également travailler en milieu complexe dilué. Alors, juste pour finir, je fais un petit peu de pub. Donc, si vous désirez développer un essai diagnostique à base d'aptamère pour une cible donnée, soit il existe un aptamère déjà décrit dans la littérature et nous pourrons vous aider pour le développement d'un essai diagnostique avec une méthode de transduction de type optique ou par SPR. S'il n'existe pas d'aptamère décrit dans la littérature, nous pouvons sélectionner un aptamère vis-à-vis de votre cible d'intérêt. Et puis après, évidemment, on peut recommencer et développer un essai diagnostique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vais donc laisser maintenant la parole à Vincent Bouchia de Graphil. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Impeccable. Ouais. Très bien, donc voilà, moi je vais vous présenter une activité qui est plus industrielle, puisqu'on a donc créé une start-up il y a 4 ans issue du CNRS de Grenoble pour mettre sur le marché une nouvelle génération de biocapteurs. Et je vais parler de l'élément complémentaire de ce qu'a présenté Corinne, c'est-à-dire non plus la sonde qui génère l'interaction avec la cible, mais du transducteur qui transforme l'interaction sonde-cible en un signal interprétable par un objet électronique. Donc, pour ça, j'utilise un nouveau matériau basé sur le graphène qui va permettre de réaliser cette transduction de manière plus efficace, moins coûteuse. Donc, Graphil est une spin-off du CNRS de Grenoble, de l'Institut Néel, où j'avais effectué l'essentiel de mon activité de chercheur au CNRS.
Et on est déployé sur 2 sites. D'une part, le laboratoire d'origine, qui continue de nous héberger pour les aspects de matériaux, et puis Biopolis, qui est un hôtel à start-up de l'UGA, donc de l'Université de Grenoble, en face du CHU, et qui, en fait, nous permet d'accéder à des moyens communs de biotechnologie. Donc, on travaille aussi sur la mise en place d'une ligne pilote pour sortir du laboratoire et aller vraiment vers une production industrielle. Donc, la technologie qu'on utilise est biocompatible. Elle permet donc de pouvoir réaliser le capteur au plus près du patient, voire même de manière quasi implantable au sein d'une plaie, comme vous le voyez là. Et l'idée, c'est vraiment de faire des capteurs, comme vous a expliqué Corinne, qui sont de suivi en continu sur plusieurs jours et qui communiquent avec des outils du quotidien comme le smartphone. Pour ça, donc, on utilise le graphène, qui est donc une molécule, une immense macromolécule qui peut être vue comme un polymère du benzène et qui a le bon goût d'être stable à l'air, qu'on peut maintenant produire de manière industrielle à l'échelle de la monocouche. Donc, on va parler de ce matériau en haut à gauche et non pas des autres matériaux ici qui peuvent être produits par d'autres techniques. Et ce matériau va être posé sur une couche biocompatible et on va vérifier que l'ensemble, évidemment, est biocompatible et va pouvoir finalement réaliser une couche électronique en surface, à l'interface entre l'organique, qui peut être le monde du vivant, et l'inorganique, qui est le monde de l'électronique. Donc, on a identifié le graphène comme un matériau idéal pour finalement faire la jonction entre les deux mondes, entre le monde de l'électronique et le monde du vivant. Alors, pour ça, on utilise une technique qu'on appelle bottom-up, donc de croissance par le bas, où on va partir comme élément carboné, on va prendre le gaz naturel, le méthane, CH4, qu'on va craquer sur une couche catalytique de cuivre à très haute température. Et ce craquage va donner en fait du carbone sp2 cristallin. Et on va être en excès d'hydrogène pour créer un équilibre et qu'il n'y ait pas de suie ou de multicouche, mais bien une monocouche atomiquement fine. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les grains de cristaux de carbone qui poussent sur le cuivre vont se jonctionner de manière covalente. Alors certes, avec des joints de grains, vous voyez comme ici, qui vont accommoder les changements d'orientation cristalline des cristaux adjacents. Mais néanmoins, on va terminer avec une couche moléculaire, atomiquement fine, et qui va être vue comme un énorme patchwork, une molécule, si vous voulez, macroscopique. Et quand je dis macroscopique, c'est vraiment le cas, puisqu'on travaille sur des couches de plusieurs mètres carrés aujourd'hui, et voire même plusieurs centaines de mètres carrés. Et le point clé, évidemment, est de produire ça à bas coût, avec le minimum d'énergie possible et sur des matériaux biocompatibles, voire même biosourcés. Donc, on a mis au point, et c'est là qui est le cœur de la technologie, une technologie roll-to-roll qui permet, si vous voulez, de traiter ça vraiment au kilomètre, et pouvoir même recycler le cuivre, qui est finalement un simple catalyseur dans l'objet. Donc, comment fonctionne le transducteur? Le graphène, c'est une monocouche atomique de carbone conductrice, très conductrice, et vous voyez que les électrons sont forcément en surface puisqu'il n'y a pas de volume. On a un matériau à 2 dimensions. Donc, les électrons étant en surface, ils vont être très influencés par les charges de surface. Et comme là, il n'y a pas d'oxyde à l'interface, comme il y aurait dans le silicium, par exemple, eh bien, ce qui se passe en surface, c'est ce qui se passe dans le liquide. Donc, il est à nous de mettre à l'interface liquide graphène les bonnes molécules pour réaliser cette transduction. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque la charge de surface ici va changer, si on se place à un point de fonctionnement avec un objet de polarisation que vous voyez en face arrière ici, dans lequel la conductance varie de façon significative, par exemple ici ou là, eh bien, on va avoir une forte variation de conductance électrique mesurée par un simple ohmmètre en fonction de la charge. Et donc, ça, ce sont les points de fonctionnement du capteur qui sont des points, en fait, dans la charge issue des propriétés semi-conductrices du matériau graphène qui sont très spécifiques par la basse dimensionnalité et par le fait que c'est du carbone sp2. Et donc, le moyen dont on va finalement réaliser ce biocapteur, c'est de créer une monocouche de cibles, donc qui peuvent être des aptamères, comme a montré Corinne tout à l'heure, ou des anticorps. Et lorsque l'interaction vers la cible va se faire, eh bien, le changement de charge associé à cette interaction va être mesuré comme une petite variation statique de la charge vue par le graphène, et donc mesuré par un changement de conductivité électrique du matériau. Et donc, ça va faire un biocapteur
qu'on appelle label free, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une deuxième sonde pour accrocher. On peut l'utiliser éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire. Et ça va être particulièrement adapté aux petites biomolécules, puisqu'en fait, on va voir au plus près les charges. Et donc, à la différence des mesures optiques qui ont besoin d'une épaisseur ou une variation d'épaisseur significative pour avoir un effet plasmonique, là, on va pouvoir travailler avec des toutes petites molécules de quelques centaines d'atomes, voire même quelques dizaines. Et donc, on va pouvoir voir des effets en fait très, très locaux et donc des variations relativement fines. Par ailleurs, on va pouvoir multiplexer puisqu'il suffit, si vous voulez, de déposer côte à côte par plusieurs jeux d'électrodes. On va pouvoir contacter la même feuille de graphène et déposer des matériaux fonctionnels côte à côte qui vont cibler différents analyses. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre justement comme sonde? Donc, on va pouvoir mesurer une très grande gamme d'objets. Avec des objets sensibles aux ions, on va pouvoir mesurer des variations de pH ou des ions ou des variations temporelles de mesures ioniques. Avec des aptamères, on va pouvoir mesurer des petites molécules comme la dopamine. On va pouvoir mesurer une hybridation d'ADN avec un simple brin, et s'il y a un brin complémentaire, ceci va être détecté. Donc, on va pouvoir faire des biopuces pour la génomique. Et puis, on va pouvoir mesurer des beaucoup plus gros objets comme des virus ou des protéines ou des larges protéines, voire même des bactéries. Donc, on a une très grande large de gamme d'objets qui peuvent être ciblés et avec évidemment des sondes qui sont différentes. Alors, tout maintenant, un point clé, c'est d'immobiliser la sonde. Donc, pour ça, on utilise en fait de la chimie de surface qui est complexe, puisqu'on doit faire en fait un accroche de la sonde sans abîmer le graphène, sans abîmer sa structure cristallographique, car on viendrait changer sa conductance. Donc, pour ça, on utilise un p-stacking avec un pyrène que vous voyez là, qui va ensuite, par une technique de bioconjugaison, pouvoir agréger des couches de type anticorps. Et puis, lorsque l'anticorps va venir reconnaître, comme ici, le virus de la COVID, on va avoir cet accrochage qui va changer la conductivité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, une détection de courant va être assez rapide et va pouvoir mesurer en temps réel sans qu'il y ait besoin de variation, de mesurer pendant longtemps l'évolution d'un liquide sur une bandelette, par exemple. Donc là, ce qui est intéressant ici, par exemple, pour ce qu'on a pu faire pour la COVID, c'est qu'en fait, on peut mesurer deux antigènes différents, le spike protéine qui est en surface, qui a une certaine charge, et puis la protéine N nucléocapside qui, elle, a une charge opposée. Et vous voyez qu'en fait, le signal détecté par le capteur, évidemment, est de signe opposé puisqu'on a en fait une détection de charge. Et donc, on peut éventuellement mesurer les deux antigènes de manière simultanée sur un capteur qui va être sensibilisé pour les deux. Alors, par exemple, la sensibilité peut être assez forte. Ici, avec un aptamère qui a le bon goût de se replier lorsqu'il reconnaît la N, on peut avoir des seuils de sensibilité de l'ordre du nanogramme par millilitre, c'est-à-dire comparable aux meilleurs capteurs de type bandelette, voire même en dessous du nanogramme sur des résultats plus récents, et avec le point clé qui est en fait une mesure rapide de l'ordre de la minute, et donc de pouvoir finalement réaliser au pied du patient, voire sur le terrain, de manière quasi instantanée, des détections de pathogènes. Donc, on a développé un outil R&D robotisé pour faire ces mesures de R&D et aboutir à l'optimisation de cette fonctionnalisation de surface. Et donc, ça, c'est un objet maintenant qui est commercial et qu'on vend pour les équipes R&D. Et en parallèle, on développe des produits qui sont, eux, plus orientés vers la production de masse, vers une clientèle de type diagnostic. Alors, pour ça, on utilise une deuxième brique technologique qui est la RFID. Comme vous le savez, dans la région sud-est en France, on a un très bon écosystème, un terreau d'industriels de la carte à puce qui permet, si vous voulez, d'alimenter des petites puces qui permettent de mesurer rapidement une conductance électrique et de la transformer en un signal digital. Et donc ça, on s'appuie sur cet écosystème pour mettre au point des outils innovants qui vont communiquer directement avec le smartphone du patient ou de l'infirmier et qui vont pouvoir mesurer, par exemple, l'évolution d'une plaie à travers un plâtre et le communiquer au smartphone, ou de mesurer avec une bandelette une variation de type interaction immunologique. Donc, le premier produit qu'on a développé pendant la crise sanitaire, c'était de pouvoir faire un passeport sanitaire en quelques minutes qui puisse être
compatible avec les exigences européennes de protection des données, ce qui n'était pas le cas de la solution Tous Anti-Covid déployée en urgence. Et là, on a en fait un objet qui va être basé sur la biométrie et qui va encrypter dans une petite puce ici le résultat du test et la biométrie. Et donc, le test va être impossible à décrypter si on n'a pas l'algorithme adapté. Donc, on va être compatible avec les RGPD et en quelques minutes, on développe un passeport sanitaire qui va permettre de pouvoir passer une porte de manière automatique. Donc, il n'y aura même pas besoin de vérifier que la personne a effectué son test. Et donc, ce genre d'objet peut être déployé pour beaucoup d'autres cas d'usage, de type sécurité, de type de mesure automatique. Et donc, on le reconditionne pour d'autres usages aujourd'hui. Voilà donc le principe. On a un deuxième produit qui est plus long à mettre sur le marché, qui est ce capteur d'infection, qui va permettre en fait de mesurer sur plusieurs jours la présence d'éléments qui sont marqueurs de la cicatrisation et marqueurs d'infection. Et donc l'idée là est vraiment de suivre les plaies difficiles, plaies du diabétique, plaies de la personne âgée, qui sont des plaies qui durent plusieurs semaines ou plusieurs mois, et qu'on va pouvoir finalement monitorer avec des petits patchs d'un coût réduit qui vont être placés au sein du pansement. Et donc, derrière ça, il y a vraiment toute une technologie sans fil qui permet éventuellement aussi d'alimenter, d'éviter d'avoir une pile et de se connecter à un écosystème émergent de télémédecine qui est déjà en place pour les diabétiques, pour le suivi de leur glycémie et qui va pouvoir s'agréger sur d'autres pathologies associées, comme par exemple ces plaies chroniques. Donc, je vais m'arrêter là, puisqu'on pourrait être beaucoup plus long, mais je pense que l'idée est vraiment de vous montrer l'importance aujourd'hui des transducteurs pour mettre à profit ces technologies de reconnaissance biochimique. Merci.